Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau numéro de Un moment de fan, toujours, encore et toujours, éternellement à la librairie Aux Merveilles, 5 rue Bayard à Grenoble. Et on continue le principe des interviews. Qui que c'est aujourd'hui, Fred ? Alors aujourd'hui on a l'extrême honneur de recevoir un auteur avec une œuvre assez conséquente. Prolifique. Ouais. Mm. Et c'est donc Laurent Genefort qui nous fait le plaisir d'être sur Grenoble pendant le week-end du 14 février. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci à toi d'être là, dans une librairie que tu connais déjà, il me semble, depuis maintenant un petit moment. Mais oui, je suis venu à partir de 2010 dans ces eaux-là, Quelque chose comme ça, oui. et plusieurs fois. Donc je connais bien, je suis un peu chez moi ici. Ça commence à faire un petit moment et on est très heureux de t'accueillir. Alors, tu connais le principe de ces petites capsules littéraires. Déjà, est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Alors, Laurent Genefort, né en 1913, ou un peu plus, mais pas tellement plus en fait. Voilà, auteur d'une cinquantaine ou une soixantaine de romans, je sais pas exactement. Principalement de la science-fiction et un peu de fantasy. Et voilà, beaucoup de space opéra dans ma production, mais pas que, un peu de steampunk et du chrony et d'anticipation. Voilà. Alors une première question sur peut-être sur ta production. Est-ce que tu peux nous dire quel est le premier livre que tu as publié ? Ah, mon premier, ça s'appelait Le Bagne des Ténèbres, c'était chez Fleuve Noir, j'avais 20 ans. Donc j'ai écrit ça à 19 ans, et puis c'est grâce à Serge Brussolo, en fait, que je connaissais déjà, parce que j'étais fan, et je l'avais interviewé, on déjeunait souvent ensemble. Et puis à un moment, en 88, donc, il part de Fleuve Noir pour aller suivre une autre aventure avec son éditeur, et il me dit, va y avoir un appel d'air, j'ai déjà lu 2-3 nouvelles que tu as fait dans ton fanzine, c'est pas mal, tu devrais essayer, tu devrais proposer un texte à la nouvelle direction parce qu'il va y avoir un appel d'air. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Le bouquin a été pris à ma grande surprise. Et puis, et comme on dit souvent, le deuxième livre, c'est en fait le plus dur, c'est pas le premier livre, c'est le deuxième. Moi, ça a été mon cas. J'ai mis après 3 ans pour publier mon deuxième. Donc le premier, c'était plutôt cool et c'était surtout une excellente surprise. Évidemment, j'ai sauté au plafond. Et puis, mais par contre, après, il a fallu que je fasse mes classes. On pardonne beaucoup à un premier roman. Bon, après, quand on veut devenir justement professionnel, entre guillemets, ce que je comptais pas être forcément, mais en tout cas, voilà, quand on commence à vouloir produire, surtout pour Fleuve Noir, qui est un éditeur populaire, qui était un éditeur populaire, avec une collection qui nécessite 3-4 bouquins par an, il faut être capable de fournir des textes. Il m'a fallu du temps, voilà, pour apprendre ça. Alors, tu as dit que tu avais interviewé Serge Brussolo, que tu faisais un petit fanzine. Ça, c'est quand tu as été en âge de pouvoir le faire. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la lecture de la science-fiction Comment t'en es arrivé là ? C'est quoi tes premiers souvenirs de lecture de science-fiction ? Alors, mes premiers souvenirs de lecture, je ne saurais pas trop dire. Ça se dissout un peu dans ma mémoire. Je peux citer quelques titres dont je me rappelle précisément plutôt parce que je les ai relus entre temps, mais en fait j'étais au primaire avec la bibliothèque verte, Philippe Ebly, je me rappelle de XP15 en feu de Devaux. C'était celui-là ? C'était celui-là. Voilà, grand moment. Alors c'était pas dans cette collection, c'était une collection. C'était une édition. Est-ce que tu un tout petit peu le bouquin ? Voilà, nickel, merci beaucoup. C'était XP15 en feu, c'est un bon exemple de ce que je lisais quand j'étais gamin, tout simplement. Et je ne sais pas si ça me plairait aujourd'hui. C'est surtout, je pense que j'éviterais de le relire. Ouais, c'est souvent ça quand tu retournes dans un bouquin que tu as adoré, tu te dis ah mais en fait c'était pas ouf. Ouais, en fait je suis pas un fétichiste. Sauf évidemment sur mes auteurs, mais qui sont devenus pour moi des auteurs fétiches justement, comme Serge Brussolo ou Stéphane Vull, bien avant. Serge Brussolo, c'est un auteur que j'ai découvert, j'étais au collège, mais plutôt fin de collège. Et Stéphane Vull, c'est vraiment un auteur que j'ai découvert, je devais être en 6e.
Donc New Stephen York. Bull, alors tiens, je t'en ai sorti quelques-uns. Alors celui-là, tu devais pas être né quand il est paru. Non, j'étais pas né. Malgré ce que Alors j'ai moi, c'est vous dire. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas né. Rayon pour Sidard, alors là, pour le coup, son édition originale. Jolie couverture en plus. Hein. Ah, elle est magnifique, Ah ouais. du Brantôme, du grand Ouais, ouais. Brantôme. Et voilà, Rayon pour Sidard, qui en plus est un roman de jungle, qui est parmi les vulles que j'adore, avec Piège Zarkas, No. Voilà. Je t'en ai mis quelques autres, mais qui sont moins romans de jungle. T'as celui-là. Ah, alors, La Peur Géante, c'était pas un de ses meilleurs. Ce qui est un roman catastrophe. Il s'était essayé au roman catastrophe. Ça se passe sur Terre, ce qui est assez rare chez lui. C'est du Vulle, hein, donc même un Vulle mineur, ça reste un grand bouquin. Mais La Mort Vivante, ça c'est un bouquin qui est extraordinaire, et surtout pour l'époque. C'est un roman de SF gothique. Ça se passe dans un château, un peu une ambiance vraiment gothique, avec un orage perpétuel. C'est sur Vénus, ça se passe, et c'est un savant fou qui décide d'essayer de ressusciter sa fille. Il va créer une sorte de monstre qui va tout engloutir, et c'est une fin quasiment à la The Thing de Carpenter, quoi, avec une espèce de créature qui va engloutir l'univers entier. Enfin, le bouquin est extraordinaire. Il y a un côté monstre de Frankenstein en fait. Totalement. Ouais, C'est très carrément. inspiré, mais avec ce côté cosmique à la fin voilà, les fins vulliennes sont toujours dantesques, et ça c'est une fin qui est absolument dantesque. Et Stéphane Vull, il m'avait dit, donc de son vrai nom Pierre Perrault, il m'avait dit que c'était le seul roman qu'il avait eu, il avait beaucoup de fans, c'était le seul roman où il a eu des lettres de fans, enfin des lettres de lecteurs disant mais ce bouquin c'est une monstruosité, comment avez-vous pu écrire ça, etc. Voilà, c'est le seul exemple où il a épouvanté des lecteurs. Et ça traite d'ADN en plus, si je me souviens bien. Il y a Ouais, tout à mention fait. de génétique, alors que là on a une édition qui est récente, mais la première édition en fait c'est le balbutiement des recherches autour de l'ADN. Oui, tout à fait. Alors bon, les récits biologiques, il y en a eu, avec notamment 1958. The Thing, hein, qui est extrêmement biologique comme intrigue. La SF elle traite de biologie depuis le début, mais là c'est particulièrement enlevé, et puis presque à la limite du surréalisme à la fin. C'est ça qui est fort, c'est que Vull, c'est un dentiste, il avait une formation scientifique. Donc la biologie, il connaît, et c'est pour ça qu'on est dans l'immersion tout de suite. Mais cette façon de relier la biologie et puis une sorte de force presque élémentaire à la fin, c'est ça qui est fort, quoi. C'est toujours ce twist final vullien qui est toujours extraordinaire, quoi. Et qui n'était pas toujours qui n'était pas toujours programmé. Il m'a dit que plusieurs fois, sur plusieurs de ses bouquins, c'était spontané. C'était des fins qui ne sont pas forcément pensées tout au début. Ce qui rend le truc encore plus fort, je trouve. Alors tu as parlé de quelques titres que tu avais relus plus tard. Voilà, alors c'est lesquels que tu relis à l'heure actuelle, toujours avec plaisir, ou que tu as envie de relire? Alors, j'allais dire... moi j'aime bien prendre par exemple un Brussolo ou un Vull au hasard, et puis relire pas forcément le bouquin entier, mais les portions qui m'avaient impacté à l'époque. Parce que d'abord, Vull comme Brussolo, c'est assez modulaire. Leurs histoires, c'est assez modulaire. On peut prendre des bouts. En plus de ça, Brussolo, c'est quand même le roi de l'auto-fix-up. Je dirais. On reconnaît, hein, on reconnaît tout de suite. Et il y a vraiment des scènes emblématiques qu'on peut retrouver dans plusieurs de ces bouquins, et que je m'amuse à les dénicher un peu comme un jeu de piste chez Brussolo, parce que Brussolo c'est vraiment une espèce de système fantasmatique où il recycler dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il fait des variations sur ses thèmes de prédilection et son système fantasmatique, qui fait que on va trouver la pathologie de l'épiderme, il y a un côté body horror, hein, chez Brussolo, mais avec un côté plus morbide que horror. Alors Le Tombeau du Roi Squelette, celui-là, alors déjà c'est un bouquin qui est à part pour moi, d'abord parce que Serge, il n'était pas très attiré par la fantasy, il en lisait pas.
Et à un moment, il s'est essayé à la fantasy et ça donne un truc brussolien, c'est-à-dire totalement hors norme par rapport au genre. Et d'autre part, c'est un bouquin qui m'avait dédicacé avec David, un copain et moi. Alors du coup là on ne peut pas voir Vas-y, montre-le à la caméra. essaye Voilà. de l'approcher. Voilà. Super. En fait, c'est... Voilà. Je trouve ça très chouette. Un des très très rares qu'il a dédicacé. Ouais. Et voilà, donc il m'est particulièrement cher, mais toute sa période, sa première période de Noël, Présence du futur, et puis sa première période et sa deuxième période Fleuve, pour moi, voilà, c'est des bouquins que je connais par cœur en fait. Ouais, autre. Je sais pas tu si dois en piocher un si autre. t'en as d'autres. Après, ceux que j'ai sont. Ouais, dans sont- sa propre collection, sont j'en plus vois loin, chez Gérard de Villiers, sa propre collection où il y a Le Vent Noir, etc. J'ai le vent noir. Ouais. Voilà, Le Vent Noir, Ah, voilà, fabuleux hop. bouquin. C'est interactif Passe-moi ici. le tombeau. Voilà, Le Vent Noir, extraordinaire bouquin, grand souvenir pour Jolie moi. couverture là encore, hein. Oui. Je tiens à le dire. Et c'était, Oh là là, il faut il était chaud allé dessus, mais chez, voilà, il il faut était que- allé oh chez là là, Gérard de mais- Villiers, qui lui avait offert sa collection, et il a écrit, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais il a écrit à G Continu plusieurs bouquins par an, qui sont des gros bouquins quand même. Ouais. Et là, on était au cœur du brussolisme, c'est-à-dire cette machine à écrire produisant, voilà, il y a Les Emmurés, il y a La Meute, etc. Bunker. Il y Donc, était aussi celui-là. Enfin bref, donc ça c'est la veine Brussolo de plus en plus fantastique. Voilà, Ouais. mais par contre Le Vent Noir c'est encore de la science-fiction, mais de la science-fiction comme toujours avec Brussolo, c'est-à-dire de la science-fiction plus fantasmatique qu'autre chose. Et ce Vent Noir c'est une espèce de vent qui fait vieillir ou rajeunir, c'est une espèce de vent temporel qui fait que quand on passe à travers ces sortes de nuages de cendres, on ressort plus vieux, plus jeune, mais Ouais. certaines parties du corps, pas toutes. On poursuit dans les inspi. Plus Alors dans les actuels, inspi, peut-être. l'autre grande inspiration des années 80, c'est le cyberpunk. J'ai eu vraiment deux inspirations pour les années 80, c'est Brussolo pour les Français et le cyberpunk pour le reste du monde, je dirais. Et évidemment Gibson, mais aussi Walter John Williams, qui est peut-être mon cyberpunk préféré en fait. Ah, c'est rigolo, moi aussi. Ouais. Et Câblé, c'est un chef-d'œuvre. Et puis la schismatrice de Bruce Sterling, qui est pas du cyberpunk, mais qui montre déjà comment le cyberpunk va infuser dans les autres genres. En fait, c'est ça c'est peut-être le premier bouquin post-cyber finalement, ou en tout cas qui montre que le cyberpunk a cette capacité d'infuser tous les autres genres. Voilà. Et ça m'a beaucoup influencé par la modernité à l'époque. C'est un bouquin qui reste moderne, encore, je sais pas combien d'années, 40 années ou 40 années après. C'est vrai qu'il est souvent cité par C'est un beaucoup de bouquin personnes. qui est d'une richesse conceptuelle incroyable, avec tout se passe en orbite terrestre, on n'est jamais sur Terre. Et c'est voilà, ces deux factions, les morphos et les mécas, qui sont deux branches post-humaines, on va dire. Et c'est l'histoire d'un personnage qui a atteint une sorte de transhumaniste, qui a atteint une forme d'immortalité, ou en tout cas de longévité, et qui a 200 ans, et c'est son histoire sur 200 ans presque, à travers les morphos et les mécas, et l'introduction d'une espèce extraterrestre. C'est incroyable. Le bouquin est d'une richesse. En 10 pages, il y a assez d'idées pour faire un roman. Voilà, sur 10 pages de roman. Et cette façon de faire du quotidien dans un univers hallucinant, quoi. Un univers post-humain, donc assez très éloigné de nous, et de faire la vie quotidienne chez les post-humains, quoi, quelque part, qui est incroyable. Donc voilà, bouquin majeur dans ma trajectoire de lecteur déjà. Donc là, c'est le virage space opéra. Parce qu'on commence en étant en orbite. Voilà. Tu as cité aussi Baxter. Alors Baxter, dans nos ouais. échanges, Baxter, c'est évidemment un des grands de l'art science, qui est aussi le grand, voilà, la SF que j'aime, je dirais. J'aime toutes les SF en fait. Il y a pas de genre que je n'aime pas, fondamentalement pas. C'est juste qu'il y a des genres qui me sont plus ou moins proches, et un des deux genres qui me sont le plus proches, c'est l'art science, l'autre étant le space opéra. Et en art science, et d'ailleurs qui rejoint le space opéra, souvent d'ailleurs, il y a Baxter, avec, alors là je vois il y a la trilogie Allez.
temps, C'est- espace, origine. La trilogie, mais j'en ai Voilà. On n'a pas le temps, voilà. deux. Mais voilà, il y a le 2 et 3. C'est le mal de notre Le monde. temps, le premier, c'est celui que je préfère d'ailleurs. Mais c'est un projet littéraire extraordinaire en fait. C'est parce que c'est comment, en fait, Baxter a mis au cœur de son projet littéraire le paradoxe de Fermi. C'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que si les extraterrestres sont partout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été contacté, Oui. pourquoi ce grand silence? Et donc Ouais. chaque volume représente une hypothèse, une réponse hypothétique au paradoxe de Fermi. De Fermi, ouais. Donc il n'y a pas de lien, hormis les personnages qui sont les mêmes, mais dans des univers qui n'ont rien à voir. Mais chacun répondant à sa manière au paradoxe. Donc c'est une sorte de trilogie thématique. Donc qui n'est pas lié par les histoires, qui sont des histoires totalement différentes, et même des univers totalement différents. Donc il y en a un où la vie n'est nulle part, donc on est seul. Dans un autre, là où elle est rarissime dans l'univers. Un autre, la vie, elle est au contraire partout, même sur la Lune. Oui. Il y a de la vie même sur la Lune. La vie, elle est absolument foisonnante, elle est sur toutes les planètes. Ouais. Donc des milliards de vies. Et je vous laisse découvrir le troisième, qui est encore une autre voie. Et puisqu'on est sur les aliens, moi c'est vrai que dans ton écriture, alors il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais notamment Point Chaud. Je me demande même si je t'ai pas découvert à l'époque de Point Chaud. Je crois t'avoir découvert. Il y a eu. Oui, sinon il y a Point Chaud. Mais du coup, est-ce que parce que ça parle aussi d'aliens évidemment, les aliens font partie aussi de ton écriture. C'est le cas dans le dernier que tu as, on le montrera tout à l'heure, c'est le cas dans le dernier que tu as sorti. Est-ce que Martian Go Home a pu te marquer aussi? Ah oui, Ouais, hein. mais tout Brown, parce que j'ai parlé évidemment des 2-3 auteurs qui m'ont accompagné, mais en fait, énormément de... En fait, si je devais donner mes modèles, ou en tout cas, je sais pas si c'est des modèles, mais des auteurs sans lesquels je n'existerais pas. Oui. Il y a Brown, il y a Bradbury, il y a Asimov, il y a Brian Aldiss, P.J. Farmer, je suis un énorme fan de Philip Joseph Farmer. Voilà, en fait, la SF, elle a produit tellement de maîtres, tellement d'auteurs qui sont incontournables en fait, à leur manière. Par exemple, Philip Joseph Farmer, en plus Farmer, il a eu plusieurs époques et tout qui sont toutes intéressantes. Moi, la période que j'adore chez lui, d'abord je les aime toutes, mais il y a une période qui était sa période des pastiches que j'aime beaucoup, et aussi sa période de créateur d'univers, de gros univers. Il en a créé 2, dont Le Monde du Fleuve qui est très connu, mais aussi un autre qui est les créateurs d'univers. Il y a Tohan. Voilà, Tohan, mais qui s'appelait pas Tohan avant que ce Non, parce soit. que C'est Nemos qui a fait l'intégrale sous ce nom-là. Mais pour moi, voilà, c'est les C'est la créateurs saga des d'univers. hommes Quoi. dieux. Voilà, la saga des hommes dieux, exactement, c'est ça, avec Kikara, etc. Et Ils sont mal nommés parce qu'ils ne sont pas des hommes. Exact, ouais, tout à fait. Ouais. Et cette histoire de mini cosmos, c'est incroyable parce que c'était en fait très moderne, mine de rien, puisque avec finalement ça a été réactivé l'idée des univers de poche comme ça, avec le multivers, un multivers de scientifiques, où on a imaginé des univers qui n'arrivent pas à se développer complètement, et donc des vrais univers de poche. On peut tout à fait imaginer ça de façon scientifique. C'est génial.